خوتي جيسبر راكم ملاح. حنا اليوم انا ملاح بزاف انا ملاح بزاف باسكو انا توجور ان سويس ورانا هذه المره نحكوا معكم من زوريك qui est la plus grande ville en Suisse. C'est une ville في la Suisse allemande ou une ville شابة واللي تلاقينا فيها avec quelqu'un qui fait notre fierté et nous sommes fiers de pouvoir vous le présenter. À la bête qu'on appelle les Edoualia, il est très modeste mais monsieur Edoualia, monsieur Jamal Khal qui nous a accueillis chez lui, c'est un chercheur algérien spécialisé en mécanique des fluides et créé dans l'école polytechnique de Zurich. Excusez du peu, cette école polytechnique de Zurich elle est la meilleure d'Europe, elle a exactement abrité 25 prix Nobel. Donc c'est vous dire la qualité supérieure académique de cette école. Monsieur Jamal Khal a même, on va en parler de son parcours, inventé un logiciel de calcul dont il va nous parler. C'est quelqu'un qui a un énorme parcours, il a étudié en Europe, il a étudié en Allemagne, maintenant il est en Suisse, il a sa propre entreprise, il aime beaucoup notre pays, il n'a jamais oublié l'Algérie. On va parler avec lui parce que, c'est un message d'espoir, ce qu'il a fait. Monsieur Jamal, merci de nous avoir accueillis d'abord. Je vous en prie, le plaisir est pour moi, merci d'être là. Ton temps, j'imagine, est très précieux. Est-ce que juste tu peux nous raconter brièvement, en quelques mots, Jamal Khal, comment l'enfant de Batna que tu es, des Aurès, ouais, a réussi jusqu'à s'installer dans l'école qui abrite 25 prix Nobel. Comment c'était ce parcours? Enfin, bon, je suis comme beaucoup d'autres Algériens, Algériennes qui sont à l'étranger. Des gens qui ont décidé un jour, ou qui voyaient qu'ils ne respiraient pas suffisamment, ou qui... les Anglais ont une très belle expression qui dit en fait leur volonté dépasse un peu leur peau, sort de la peau. Donc on a voulu faire autre chose. Moi je voulais apprendre et puis je suis parti en France et j'ai fait mes études là-bas. J'étais en Loire-Atlantique à Nantes, à l'école centrale. Et puis, à quel âge? Je suis allé en France, j'avais 23 ans et demi, j'avais pas encore 24 ans, je me rappelle, juste après mes études de Batna. Donc moi je suis fils de Batna, j'ai étudié à Batna, voilà, donc l'université, on a eu à l'époque des gens très intéressants qui nous ont montré des choses très intéressantes, qui nous ont aidés. Il faut jamais l'oublier ça, et puis on se rappelle toujours de ces gens-là. On rappelle toujours des gens qui nous ont aidés, mis sur les rails dès le départ, hein, mon primaire déjà, parce qu'à l'époque je pense que les gens croyaient dans ce qu'ils faisaient. Se dévouer totalement, des gens, et puis on le sentait nous, d'accord. C'était, bon, bah, je suis entré à l'école, c'était 7 ans après l'indépendance, donc, non, qu'est-ce que je raconte, 7 ans, non, c'était 10 ans après l'indépendance. Donc les gens étaient là, et puis ça s'est resté. Un jour on est parti, on dit... Voilà, on va essayer. Tu es parti parce que tu étais assoiffé par la connaissance, tu voulais t'améliorer, ou il y avait quelque chose qui t'avait déçu en Algérie? Non, à l'époque, on ne voyait pas ça. Honnêtement, bien sûr, c'était le début, les balbutiements de cette histoire qui nous a crevé, cette histoire de rétrograde, d'intégrisme, etc., ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Donc ça, c'était un point, mais ce n'était pas ça. C'était assoiffé de savoir. Je savais pertinemment que je pouvais faire autre chose. Ça, je le savais dans ma tête, c'était tracé, c'était clair et net. Je savais que voilà, il fallait aller loin, que ma mère me disait quand j'étais gamin, un jour, je devais avoir 7 ans, 6 ou 7 ans. Alors je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit, est-ce que c'est tout ce qu'il y a le matin, le petit déjeuner, le dîner, on dort, il n'y a plus rien, il n'y a rien d'autre. Elle m'a dit non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, il y a 24 heures. C'est comme si je cherchais en fait les 26, 28 heures quelque part. Bon, bref. Alors c'était ça, c'était pas vraiment déçu parce que non, nous on aimait l'Algérie, nous. Je sais pas, il faut y croire. On aimait bien notre pays, on se sentait bien, nous, on était contents, on était à l'université, on partageait quelques clopes Marlboro, on était tout contents. Et puis moi je lisais Algérie Actualité, le week-end avec mes potes et tout, c'était génial. J'ai appris énormément de choses de ces gens-là. Je peux les nommer un par un. Aujourd'hui, peut-être les gens pensent que nous étions des... Je sais pas, mais non. Je lisais les 2 écrans, la revue sur le cinéma algérien, etc. Donc je me rappelle de tout. J'ai même des numéros. Donc on n'était pas complètement... On allait au cinémathèque, à la cinémathèque, on allait au ciné-club, même maintenant. On faisait des choses. Donc les gens, peut-être, les jeunes pensaient que c'était tout le temps... Non, c'est devenu quelque chose, mais c'était... Non, on aimait bien le pays. On est parti en pensant que, voilà, quelque part... En fait,
quelque part, on pense toujours que l'Algérien, il a ça quand même d'extraordinaire, c'est qu'il y a un petit zeste comme ça de naïveté en pensant qu'il est capable de faire des choses. Ça marche des fois, ça ne marche pas à tous les coups, ça marche. Dans le cas de Jamal, ça a quand même marché. Oui, ça a marché, mais il y a autre chose. Il y a des principes très importants qu'il faut avoir. Ça, c'est comme Napoléon avant d'aller en guerre, il dit toujours il faut compter le nombre de chevaux que j'ai dans les écuries. Donc c'était aussi ça mon cas. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais parler? Qu'est-ce que je sais pas? Et puis quels sont mes principes? Alors, partir, il y avait un principe. Mon père me le répétait tout à l'heure. Tout à l'heure, il était là, il me répétait. Dès le départ, il faut être correct. Si on part avec ce principe dans la tête marqué, on arrive en arrivant. Être correct de A à Z. Point à la ligne, c'est tout. Être correct. Ne pas oublier ses valeurs. Moi, je suis fils des Aurès, je suis fils de toutes les montagnes algériennes, mais les miennes sont particulières. Je ne peux pas me renier, elles sont là sur mes épaules. Si je me renie, elles me tombent dessus. Ça, c'est très important. Il faut partir avec ses valeurs, de A à Z, jusqu'on a. Et puis voilà, on arrive. Et comment tu es arrivé? Tu as commencé par la France, tu as fait des études, tu es parti après en Allemagne, et après tu as intégré une grande école qui... J'étais déjà en Allemagne, j'étais dès le départ, après, déjà quand j'étais en France, j'étais dans une école d'ingénieur, l'école centrale de Nantes, où c'était déjà très très haut niveau. Il fallait rattraper énormément de retard, et c'était ça le truc, c'était soit il fallait le rattraper, on pouvait ou on ne pouvait pas. Donc là c'était très important, c'est est-ce qu'on a vraiment de l'estomac ou pas? C'était énorme, c'était très peu de gens qui peuvent y arriver. Bah, je l'ai fait. Première année, c'était très très difficile, extrêmement difficile. Moi, je faisais directement un master en DEA en mécanique des fluides dans une des meilleures écoles au monde. C'était cette école-là, ce laboratoire-là. À partir de là, j'avais appris beaucoup de choses. Mais en fait, je me rappelle qu'ils m'avaient pris, ces gens, en France, parce que justement, ils avaient vu que j'avais un très bon cursus. Ce qui est bizarre, hein. Ils avaient sélectionné à l'époque. C'est-à-dire, nous, on fait de la simulation numérique, d'accord? On fait de la simulation numérique. La simulation numérique, c'est des algorithmes, c'est des mathématiques appliquées, d'accord? Et j'avais appris à faire de la simulation numérique sans ordinateur à bâton, sur le papier. C'est extraordinaire, il faut le faire. Sans aucune machine? Sans aucun ordinateur. Donc, en fait, on travaillait les algorithmes à bâton, c'est-à-dire on inversait des matrices, etc., à la main. Et donc, on arrive en France, les gars regardent et ils disent mais vous connaissez ça? Non, j'ai jamais programmé. En fait, qu'est-ce qu'on faisait à Batna pour programmer et faire des programmes? Au lieu de les faire sur les machines, on les fait sur le papier et on le rendait au prof. Et puis, c'est un gars bien, c'est un gars super, il est toujours là. Et donc, j'ai jamais oublié ce mec. Donc, voilà. Et puis, travailler, etc. On a réussi. J'avais une bourse de l'État français tout de suite. J'étais, je crois, premier ou deuxième ou quelque chose comme ça. Après, j'avais fait ma thèse exactement 3 ans et 1 mois, et je suis parti. Tout de suite, j'avais des offres pour partir à droite à gauche, et donc plein d'offres, et je suis allé directement en Allemagne, dans l'un des meilleurs laboratoires au monde, donc à Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne. C'est le laboratoire où on faisait des essais de torpilles de l'armée allemande, Deuxième Reich, ça existe toujours. Je suis passé dans un autre laboratoire à Berlin, où c'est là où ils faisaient des essais aussi. Sur des engins maritimes, etc., lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, j'ai dû passer 4 ans, 4 ans en Allemagne. Et puis là, je suis tombé, j'avais de l'asthme. À Berlin, ça ne m'arrangeait pas. Et c'est ce qui explique que je suis venu ici. Et puis, on m'a demandé de venir ici. Et voilà, donc je suis venu. Et j'ai recommencé autre chose, toujours dans le même domaine. Et donc, j'ai trouvé des moyens super. Donc, on a créé une équipe. C'est devenu l'une des équipes les plus brillantes. On a publié énormément de choses très intéressantes. J'ai enseigné énormément aussi. Il y a des innovations que tu as Puis là, on a fait beaucoup à ton domaine? Ouais, on a apporté beaucoup. Bon, pas tout seul. La recherche aujourd'hui fonctionne en groupe. C'est jamais quelqu'un tout seul, mais c'est seulement peut-être des idées comme ça qui sortaient. Exemple? Je sais pas, dans mon travail, restructurer les choses. Voilà, c'est assez compliqué de parler de ça exactement parce que c'est assez pointu. Mais j'étais plutôt, j'ai trouvé des idées comment on traite ce qu'on appelle les écoulements diphasiques, donc les écoulements, les fluides qui existent dans les domaines de l'énergie, comme le pétrole, comme l'énergie nucléaire, donc ce qu'on appelle la microfluidique, dans les process, etc.
Et donc là, on a eu des idées. En fait, en venant d'un autre domaine de mécanique de fluide, j'ai atterri dans un autre domaine parallèle où les gens ne se parlaient pas. Et puis j'ai juste pris mes connaissances de cet endroit et je les ai fait passer de l'autre côté. Et en prenant énormément de risques, parce qu'il y a des gens qui ne me croyaient pas à l'époque. J'ai dit non, non, si ça marche. Non, ça n'a jamais marché. Ça a marché. Ça a marché sur beaucoup de choses. C'est très bien accueilli, c'est publié, etc. Mais bon, c'est toujours un travail de groupe, juste des fois comme ça. L'idée peut-être, c'est un jour où j'ai décidé, je m'étais dit, bon, voilà, dans ce domaine, il y a des logiciels de calcul, hein, d'accord, c'est très lourd. Il y a des sociétés américaines, anglaises qui ont développé des outils que les ingénieurs connaissent très bien dans les universités, ailleurs aussi. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas le mien, enfin. Bon, vous êtes sûr. Inventer un logiciel de calcul. Ouais. Donc j'ai commencé avec des idées complètement différentes des autres. Aussi au départ on disait non, ça marche pas. Bon, aujourd'hui ça marche, on est petit, on se compare pas, mais c'est un milieu. Il y a un autre plus grand concurrent anglais, il s'est vendu l'autre jour par la grande société Siemens, il s'est vendu à 985 millions de dollars. Donc bon. Je ne sais pas si je serai à ce niveau-là. Ton logiciel vaut combien jusqu'à aujourd'hui? Oh, ben, je ne sais pas, mais il ne vendra pas comme ça. Hein. Donc, voilà. C'est quoi la particularité du logiciel que tu as inventé? C'est justement cette particularité, c'est que c'est un logiciel qui travaille beaucoup plus dans ce qu'on appelle les milieux diphasiques, donc les milieux complexes où on mélange beaucoup plus de fluides, beaucoup plus de phases dans des fluides. Et on a de l'eau, on a de la vapeur, on a des huiles, on a de la terre, de la boue, des particules, et ça se mélange, et en fait, ça interagissent. Et on n'a jamais vraiment compris comment ces trucs s'interagissent. Jamais. On n'a jamais vraiment compris. Et pour comprendre, l'idée que j'avais, c'est, bon voilà, il faut arrêter de faire des manips qui coûtent une fortune, il faut faire un autre type de simulation, mais très petit, à toute petite échelle. C'est-à-dire, on simule, au lieu de simuler des vagues, qui coûte très cher pour simuler. On prend un petit bout comme ça d'eau qu'on va bousculer, on va simuler, on va regarder le détail, qu'est-ce qui se passe, et après on fait ce qu'on appelle upscaling, donc coarse grading, c'est-à-dire on prend de ce qui est tout petit, on essaye de gonfler toute l'histoire et sortir des modèles qui vont expliquer ce qui se passe à plus grande échelle. Et c'est ça ma grande spécialité. Ça a toujours été ma spécialité, je continue encore. Est-ce qu'il est opérationnel sur le logiciel? Ouais. Tu as une entreprise ici à Zurich. Ouais, j'ai une entreprise. Et tu fais de l'ingénierie. Ouais, avec ce logiciel, ouais. Et tu travailles avec des grandes compagnies suisses ici? Partout, on travaille partout dans le monde. En Arabie Saoudite, on travaille au Moyen-Orient, j'étais au Koweït il y a quelques semaines, on travaille en France. On fait des études pour le plus grand pétrolier au monde, en français, qui s'appelle Total. C'est nous qui faisons les études pour eux. On fait pour BP. British Petroleum, on fait pour je sais pas, Chevron, pour le pétrole et gaz, on fait pour le nucléaire, aussi le domaine. Donc voilà, donc c'est nous qui avons fait par exemple les études d'impact, d'évaluation, des pertes après l'incident de Macondo, donc de le golfe du Mexique, où c'est le puits de pétrole sous-marin qui a explosé. Donc c'est moi qui avais fait toutes les études pour BP pendant une année. On a fait tout ça, ouais. Normalement, je ne dois pas beaucoup en parler parce que c'est remonté par les juges en Nouvelle-Orléans, etc. Mais au moins, on n'est pas obligé d'en parler non plus dans la presse et tout. Mais il y a des enjeux stratégiques dans ce domaine. Ouais, c'était facile pour toi, pardonne-moi de dire, dans l'esprit des gens, notamment de nous les Algériens, quand on est Algérien, c'est déjà une tare. Est-ce que le petit Algérien que tu étais, ça a été facile pour toi de t'imposer dans un domaine aussi stratégique? Non, d'autant plus que je travaille avec les avocats de BP qui ont leur siège à côté de la Maison-Blanche. Juste à côté de la Maison-Blanche, je racontais cette blague toujours à mon fils Malik, en disant, je suis arrivé en fait de Zurich, j'ai atterri à Boston, j'ai complètement jet lag, j'avais perdu Voilà, le lendemain, je suis arrivé très tôt pour prendre l'avion de Boston à Washington. Quand je suis arrivé à l'aéroport, le chauffeur me dit, mais donnez-moi l'adresse. Je lui ai dit, mais l'adresse, c'est où? Ah, c'est à côté, vous m'emmenez à la Maison-Blanche. Il m'a regardé, il m'a dit, à la Maison-Blanche? Je lui ai dit, oui, à la Maison-Blanche. Il m'a cru. Il m'a déposé à côté de la Maison-Blanche. En fait, le bureau des avocats, c'était en face. Et donc ça, Malik, mon fils, va répéter ça à tous ses copains, mais bon, c'est amusant. Non, on ne s'impose pas parce que c'est pas s'imposer. Il faut bien comprendre que l'Occident fonctionne d'une manière très simple. L'Occident regarde les capacités des gens et ce qu'ils peuvent lui apporter. Ils s'en foutent un peu de votre couleur, de votre religion. Les Européens et les Américains s'en foutent qu'on soit des musulmans.
si on présente quelque chose, si on fait quelque chose, si on fait avancer quelque chose, on a tout le respect du monde. Qu'on s'impose peut-être de nature, moi c'est vrai, je parle avec une vingtaine d'avocats en face de moi, j'arrive, etc. On discute des choses sérieuses, etc. Bon, c'est pas la réception que ce que j'ai par exemple quand je suis en Algérie, c'est autre chose. Les Algériens ne voient pas la chose de la même manière. Bon, voilà, les Algériens ont leur façon de voir les choses, mais On il faut en pas. reparlera. On n'en reparle pas, mais oui, on en reparlera, mais s'imposer, non, on a quelque chose à dire, on a des solutions, les gens nous respectent, ils sentent que nous sommes corrects à nous, propres, c'est très important, c'est des valeurs. L'Algérien doit être comme Les ça. fameuses montagnes de l'Orès. Ouais, c'est ça, ouais. Mais C'est honnêtement, Djamil, ouais. quand tu te regardes dans une glace, est-ce que tu ne repenses pas à cet enfant de 7 ans qui disait Ouais. à sa mère Si, je si. m'ennuie, etc. Si, et si, après, ouais. et quand tu rebobines tout ça, tu te dis quoi? Ouais, des fois je suis un peu, disons, bon, je ne me contente toujours pas de, voilà, je suis toujours plus un peu, et puis voilà. Je me rappelle, mon ex-femme, un jour j'étais à Berkeley, j'ai fait une tournée en Californie, j'ai commencé par San Diego, j'ai donné une conférence, je suis remonté à Santa Barbara, bon, enfin, j'avais toute la côte, etc. Et j'ai fini, donc j'ai fait Berkeley, à San Francisco, et puis après je suis passé à Stanford. Et quand j'étais à Berkeley, il y avait à peu près 50 ou 60 participants, des gens qui assistaient à ma conférence. Et je suis revenu ici à Zurich et j'ai dit, je parlais avec ma femme, mon ex-femme, je lui ai dit, ah tu te rends compte, mais à Berkeley, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, il n'y avait que 60. Elle m'a regardé comme ça, et puis à un moment, on s'est retourné, elle m'a dit, mais tu te rends compte, tu es venu de Batna, tu n'es même pas d'Alger, tu es venu de Batna, tu es à Berkeley et tout, avec tous ces gens, tu n'es pas content. Et puis après, ça m'a travaillé, en fait, ouais, il faut se contenter. Mais... Bon, ouais, je réfléchis, je pense toujours à tout. Obligé, ouais. Une entreprise, dans un domaine stratégique, des gros partenaires, on va pas parler chiffre d'affaires, etc. Ça reste comme on va parler de ça. Une grande école polytechnique, une des plus réputées d'Europe. Et l'Algérie dans tout ça. C'est quoi ta relation avec l'Algérie? Oh, très fort. Qu'est-ce que... Ah, moi, l'Algérie, c'est très très fort. Moi, si je ne rentre pas en Algérie une fois par an, je suis malade. Ah ouais, je rentre en moyenne 5-6 fois par an. T'as le temps pour revenir en Algérie? Ouais, je rentre même pour 3 jours. Là, je vais rentrer le 16 à Alger, puis j'ai des choses à faire, des conférences et tout. Je reste 3 jours. Je rentre à Alger, je retourne à Constantine, je passe voir mon père, et puis voilà. L'Algérie, ça représente quoi pour toi? Ça te nourrit, ça te fait quoi? Bah, c'est puiser ses ressources, hein, bien sûr. C'est comme une batterie hein, d'un laptop. C'est là, une fois ça s'épuise, ça s'épuise. Puis bien sûr, la Terre, vous savez, la Terre est très particulière. La Terre, c'est comme un aimant. Et là, on est né. En fait, petit à petit, elle vous cherche, quoi. Elle vous fait appel. Il faut revenir petit à petit. Il faut lire un peu la philosophie indienne. Les Indiens retournent, quoi, parce que la Terre veut nous voir à un certain moment. Dit, ben, vous n'allez pas revenir dans un... Voilà, on va vous enterrer. Il faut venir, je veux vous sentir, quoi, dessus. Et donc, c'est un peu ça. Je suis très, très, très fortement lié. Moi, j'étais un peu, j'ai vu à peu près les paysages, bon allez, on ne va pas exagérer, mais oui, Russie, Australie, les États-Unis, tous les déserts, mais rien ne remplace les déserts algériens. Même si c'est pourri aujourd'hui avec les sacs plastiques, ça c'est une autre histoire, d'accord? Mais moi, si je ne descends pas dans les vallées que j'appelle le Death Valley, c'est comme les Death Valley aux États-Unis, on a une Death Valley, c'est le Death Valley des Aurès. C'est absolument splendide. C'est absolument miraculeux. J'ai tout vu aux États-Unis, tout. Les trucs là, des films western et tout ça, je me suis baladé. En Australie, aussi chez les aborigènes et tout. Moi, je veux les miens. Moi, je traverse, je veux les miens. Ouais. L'Algérie compte dans ton cœur, mais un grand scientifique comme tu l'es, parce qu'on ne peut pas rester un grand scientifique quand même, quelle est ta collaboration avec les universités algériennes? Tu m'as dit tout à l'heure, tu parles, tu fais des conférences. Comment quelqu'un comme toi peut transférer un peu son savoir à ces jeunes Algériens qui veulent faire de la recherche, etc. Bon, ça c'est une question assez difficile parce que nous allons toucher à des choses un peu sensibles. On va essayer d'être positif un peu, mais en même temps assez objectif. Assez objectif, sans trop mettre de gants. Ce que j'ai compris, j'ai commencé à travailler avec l'Algérie, essayer de faire des choses avec l'Algérie il y a plus de 12 ans à peu près.
où j'enseignais. J'ai enseigné à peu près dans pas mal d'universités, y compris à Oran, donné des conférences, j'ai montré des choses. Voilà. On a des collègues, on a de très bons collègues en Algérie qui travaillent, qui veulent travailler. Les choses ont changé quand même depuis, aussi politiquement, et donc ça va dans une autre direction. La première question, est-ce qu'ils ont vraiment... D'abord, vous avez posé la question, je vais être aimable et vous répondre. Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Qu'est-ce qu'on peut leur donner en vie? D'abord, pour dire qu'on n'a pas besoin de... Je sais pas, on est algérien, on peut aussi réussir, il faut croire en ses capacités, mais il faut toujours être humble. Humble dans le sens que c'est pas parce que je suis algérien, je peux faire tout. Non, je suis algérien, mais je reconnais mes lacunes et j'ai travaillé énormément pour essayer d'améliorer des choses. Déjà, dès le départ, ma communication. Le plus simple, c'est pas les équations, etc., la science. La communication. Comment nous parlons avec les gens. Ce qui fait le plus grand défaut des Algériens. S'il y a quelque chose à réparer, il faut commencer par ça. Et commencer à la crèche. Il faut enlever 50% d'argent de la recherche, le donner aux crèches et aux primaires, et ramener des experts qui vont former les femmes et les hommes qui travaillent dans ces niveaux-là pour essayer de tout refaire dès le départ. Il ne s'agit pas de faire des super grandes écoles. Il suffit tout simplement de travailler dès le départ avec les enfants parce que le plus gros problème, c'est la communication. Les gens ne communiquent pas. Les Algériens ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas parler entre eux. Ils ne savent pas s'écouter. Et donc, ils n'ont pas de respect l'un pour l'autre, etc., etc. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai appris. D'accord? Donc, c'est pas ce que je veux dire. Les gens vont apprendre de moi. Non, ils vont pas apprendre de moi de la science. La science, ça s'apprend dans les livres. S'ils m'écoutent dans une conférence, ils apprennent quelque chose. J'améliore quelque chose, un petit truc, c'est très bien. Passons. Mais s'ils voient comment je communique avec les gens, comment quand je suis attaqué, par exemple, ça m'arrive beaucoup plus avec les Algériens, quand je présente quelque chose et on m'attaque et on ne sait pas pourquoi, et on est complètement excité, comment je ne réponds pas de la même manière, mais je réponds tout simplement, tout calmement et accepter. Ça, ce sont des choses qui nous font énormément de défaut. Et ça, il m'a fallu des années apprendre tous les jours. Du genre, quand je veux écrire quelque chose, une phrase, je pose une question à chaque mot pour dire est-ce qu'il est utile ou est-ce qu'il va faire mal ou pas ce mot. Et je l'enlève si je sens qu'il fait mal. C'est comme ça. Tout ça c'est beau, ouais. Mais finalement la recherche, il faut être pragmatique. Aujourd'hui nous sommes un pays, on veut être en voie de développement. On a une diaspora, des éminences comme vous, comme énormément de personnes. Est-ce que tu as essayé de faire des passerelles avec Si, on a essayé, chacun de nous a essayé. Je pense que j'ai des amis un peu partout, Kabyle, Algérois, Béchar, tout ce que vous voulez, plein d'amis algériens qui sont à l'étranger. Tout le monde a essayé de faire quelque chose. D'accord? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en Algérie, on a un nom pour l'Algérie, on l'appelle the black hole, c'est-à-dire le trou noir. On met des choses, ça ne revient pas. Et ça, il faut l'accepter. À un certain moment, j'ai des foudrages, mais je me suis calmé. Avec le temps, je me suis calmé. Je me suis calmé parce que j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a expliqué, justement, je parlais comme ça, très, vous vous rendez compte, l'Algérie, plein de gens peuvent faire et tout. Il dit non, calmez-vous. L'Algérie a un son tempo. À son tempo. Elle court, elle fait ses 1500 mètres à son rythme. Il ne faut pas essayer de lui casser le rythme, il faut être objectif, ne pas les affronter. Les Algériens sont difficiles, ils n'acceptent pas facilement. Tout ce qui vient de l'extérieur, y compris de nous, Algériens, leurs frères et sœurs, est vécu comme une agression extérieure. Il faut aller mollo mollo, on a tout essayé, on ne va pas vous ramener maintenant, on ne va pas raconter l'histoire, j'ai essayé à tous les niveaux, même représenter l'Algérie dans des projets européens, etc. Voilà, c'est quelque part, des fois c'est le souk. Il y a des gens de bonne volonté, il faut bien s'expliquer dessus. Il y a des gens qui travaillent beaucoup en Algérie. Mais il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais un système de déperdition. Donc c'est de l'énergie complètement foutue en l'air. Donc en fait, on ne capitalise pas sur l'effort. D'accord? On ne capitalise pas. Donc du coup, une société qui ne capitalise pas, un système, si vous voulez, énergétique qui ne capitalise pas, d'accord? Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Une voiture qui tourne à vide. Vous mettez de l'essence, et ça tourne à vide. L'essence, c'est le pétrole. Elle tourne à vide, elle ne sort pas, elle ne sort rien. Pourquoi? Elle ne sort pas. Maintenant, diaspora algérienne qui est à l'étranger, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Il y en a de toutes les couleurs.
Il y en a de tout. Je vais partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit où je n'ai pas rencontré un Algérien. Voilà, qui fait des choses. Ça, c'est un Algérien comme n'importe qui d'autre, un Tunisien ou Marocain. Ça ne veut pas dire que nous sommes des génies. Ça veut dire d'abord que l'Algérie n'est pas capable de retenir ses ressources. L'Algérie n'a jamais retenu la ressource la plus essentielle, qui est l'eau. Et donc moi, je fais le rapprochement. L'Algérie a toujours perdu de l'eau, de la pluie. On n'a jamais eu de barrage pour garder l'eau. L'eau se déversait dans la mer. C'est maintenant avec les barrages, etc. Et ça va donner quelque chose. C'est pareil. Donc elle perd la terre, elle perd de l'eau, elle perd ses enfants. Et pourquoi ces enfants? La première question, c'est pourquoi les enfants ne sont pas là pour l'accompagner? On peut dire, mais oui, voilà, parce qu'on est content, nous, à l'étranger, etc. On s'en fout de ce qui se passe. On s'en fout pas. On n'est pas content de voir tout ça. Mais quand on se rapproche, on se brûle les doigts. Et malheureusement, ce que vous dites, toute cette diaspora intéressante algérienne qui vit à l'étranger, elle a ceci d'intéressant, ceci de compliqué, que elle vit de la même manière, elle travaille de la même intensité que les autres Européens. Et donc nous avons juste un week-end par semaine, et nous avons juste un mois de vacances, et nous avons des familles, et on ne peut pas se couper en 1000 morceaux et dire je vais faire. Pour faire, il faut que de l'autre côté, les choses soient déjà à moitié remplies, pas à moitié vides. Et donc, on arrive, on peut faire quelque chose. C'est un peu le grand chirurgien qui arrive, tout le monde a déjà tout préparé pour lui, d'accord, dans la salle d'opération, parce qu'il a confiance de tous les gens qui travaillent, il vient et il fait quelque chose d'efficace. Non. Moi, je suis allé en Algérie, je ne vais pas vous citer les universités. D'abord, les universités sont vides à 3 heures de l'après-midi. Vous voulez qu'on fasse un effet? Moi, je commence à réfléchir à ma science à 5 heures de l'après-midi. Je sors chez moi 7 heures. D'accord? Ça, il faut bien... Vous allez, même Babzois, je veux dire, vous devez faire des formations. Je viens de Zurich, on vient me chercher des copains. De Zurich, Babzois, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas Internet. Ça ne se fait pas. Je suis venu pour rien. Ce genre de choses, ce sont des petits bricots. Et donc, n'attendons pas qu'un Algérien, de miraculeux comme ça, il va dire « Attendez, je vais aider les Algériens, je vais les... » Non, les Algériens savent tout. Quand on leur parle, excusez-moi, mais ils savent tout, les Algériens. On a vu tout ça à la télé, ils savent tout. Ils ont tout vu à la télé. D'accord? D'ailleurs, hier, j'ai emmené mon père dans une station de ski en haut. Il n'a jamais été dans une vraie station de ski en haut. Il m'a dit, je veux voir. Voilà. Je l'ai emmené tout en haut. Il m'a dit, ouais. Il a pris des photos, il marchait sur la neige et tout. Les gens faisaient encore du ski. Lui, il était au milieu, avec son béret et tout. Elle m'a dit, mais finalement, c'est pas comme à la télé. Elle m'a dit, tiens, ça c'est génial. C'est pas comme à la télé. La vie n'est pas comme à la télé. La vie est autre. L'Algérie veut faire des miracles en termes de science et de recherche. Elle ne les fera pas. C'est pas parce que Bébra ou la Mabrage, ça n'a rien à voir. Elle ne les fera pas parce que pour arriver, il y a des concepts, il y a des règles, il y a des processus pour arriver de A à Z quand on veut faire de la recherche et de l'innovation. D'accord? La première règle, c'est de poser la question, à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a de l'autre côté un preneur? D'accord? Vous ne faites pas un business plan pour une boîte en disant je vais faire quelque chose et c'est sûr, j'ai oublié quelqu'un qui va acheter. On fait l'inverse, mais qui a besoin de quelque chose et combien, etc. Donc je vais faire ça et ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je parlais de la science et de l'innovation, ça ne se passe pas en créant, je ne sais pas combien de postes de chercheurs, je ne sais pas. Non, on a tout simplement besoin d'avoir une très forte école des écoles qui donnent à la fin des diplômes dignes de ce nom, où les gens maîtrisent au moins une langue. Les Algériens ne maîtrisent ni kabyle, ni chaoui, ni français, ni arabe. Je mettrai ma main sur le feu si vous montrez un Algérien qui peut citer plus de 15 oiseaux, le nom d'oiseaux en arabe. Je sais que les barbares peuvent le faire, chaoui, al-Qabaïl, ils peuvent le faire, mais pas 15, peut-être 4 ou 5. Ou quelqu'un qui va citer le nom de 20 plantes. Nos enfants ici, ils savent tout dehors. D'accord? C'est ça. On a besoin d'une école forte. On s'en fout qu'on parle en chinois, Rabbi Sahl. Tant que c'est un véhicule important qui nous aide, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, moi je travaille en allemand, je travaille en français, je travaille en anglais, la plupart du temps. Ben, français moins.
D'accord? Mais je travaille avec les Moyen-Orientaux, je parle avec un arabe, etc. Plus normalement du monde. Et quand je vais chez moi, je vais voir ma tante et tout, chaoui dans son village, ben je l'écoute en chaoui, etc. Je fais tout ce que je peux. Il faut maîtriser ça. On n'a pas ça. Vous n'avez aucune idée comment écrivent les gens qui sont placés à l'université aujourd'hui. D'accord? Vous ne pouvez pas faire de la science, de la recherche en ne maîtrisant pas l'outil de communication. Ils sont accrochés au français, il n'y a que le français, etc., alors que la recherche fonctionne en anglais. Combien il y a d'Algériens qui sont capables de communiquer à l'aise en anglais? C'est ça ce qu'il faut corriger. Donc les écoles, il faut changer ce truc. Attaché à la France, bon, la France s'en fout. La France a des problèmes avec l'anglais. Vous allez dans une conférence, tout le monde rigole qu'il y a un Français qui parle. Tout le monde s'amuse, quoi. Ils ne savent pas parler l'anglais parce que, voilà. Et les Algériens, on doit vraiment être là, au-dessous des Français. Bon, mais non. Il faut aller, il faut voilà. C'est très important. Si on doit faire du français en Algérie, il faut bien le parler. Il faut vraiment bien le parler. Il faut le maîtriser. Ce truc de butin de guerre, des conneries, tout ça, c'est fini, ça. Butin de guerre, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas en guerre. Rabbi yarham shuhada, point à la ligne, c'est tout. Maintenant, c'est travailler aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Demain, il y a moins de gaz. Déjà, on sait que les réserves de gaz s'épuisent en Algérie. On a des chiffres, on a tout. Hein, on ne va pas divulguer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a que le badam, les Algériens. Est-ce que quelqu'un, bad, il y a que le badam, il va se rappeler de Shuhada, etc., al-Mujahideen? Ben non, excuse-moi. C'est maintenant que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Bon, voilà. Donc, voilà, il ne faut pas que je me perde. Raisonnement, je retourne un peu cette histoire d'essayer de faire de l'innovation, du savoir, etc., avec, ça c'est un point important, je finis avec ça, c'est l'Algérie qui veut faire des miracles. La recherche et la science, partout dans le monde, fonctionnent en groupe, et elle est internationalisée, c'est-à-dire tout le monde travaille avec tout le monde. Collaboration, coopération. Dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des thésards, des chercheurs doctorants, et il y a des post-doctorants qui vont d'un endroit à l'autre. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enrichissent et ils s'enrichissent. L'Algérie fonctionne toute seule. Elle va faire de la recherche sans aucun étranger, sans aucun post-doctorant, sans aucun rien, tout seul. On va réinventer la roue. Non. C'est comme ça. Mais l'Algérie ne lésine pas quelque part. Elle donne à peu près 1 milliard d'euros par an. C'est bien savoir. Alors, vous me posez la question pour finir ça. Je sais que beaucoup vont me détester, mais ils savent bien que je les aime et j'aime l'Algérie, donc c'est pour ça que je le dis. Et j'ai toujours dit à mes collègues en Europe que si nous ne disons pas la vérité, ce que nous ressentons, que les choses ne vont pas, Rabbi hasibna. Rabbi hasibni ana al-loul, parce qu'à la bali, je sais que ça va dans le mur et je dis rien. Parce que quand on arrive en Algérie, j'ai aussi le mot, etc. Non, 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure, il faut prendre 300 millions, essayer de reformer, créer des crèches, comment les enfants pensent, réfléchissent. D'accord? Comment les enfants apprennent à discuter, à communiquer, à résoudre les conflits. Ça, je reviendrai à ce point, dès le départ. L'école primaire, d'accord? Il faut que les hommes apprennent que nous avons 65%, 70% de femmes dans les écoles, et elles ne sont pas dans les écoles parce que c'est un super boulot, parce qu'elles rentrent à midi faire à manger. D'accord? Il faut travailler. Les Algériens adorent les enseignantes parce qu'elles rentrent, tout de suite, elles font à manger. Non, tout le monde doit travailler. Ça, c'est très important. Une autre partie, c'est prendre l'argent, essayer d'arrêter cette histoire. Je vais monter une université au bout de l'Algérie, où il y a je ne sais pas qui, et on va recruter un ingénieur pour enseigner un cours magistral. J'ai rien contre eux, moi. J'ai absolument rien contre eux. Excusez-moi, c'est noble, ça, c'est pas rien du tout. Non, il faut faire des centres de formation professionnelle. C'est tout. Prendre 500 millions et les mettre en formation professionnelle. Aller faire des collaborations, signer des collaborations avec les Allemands, avec les Français, sur ce qu'on appelle les écoles d'études appliquées, où on sait former. C'est ça ce qu'il faut à l'Algérie. Il ne faut pas des grands chercheurs. Quelques chercheurs, etc. Voilà, ils font le boulot, s'ils sont très bons, etc. Mais il faut attendre
puisqu'il n'y a pas de demandeur, preneur du résultat de la recherche en Algérie, on le sait, il n'y en a pas. D'accord? C'est pas la Sonatrach qui va prendre... Si, elle fait des choses dans quelques labos en Algérie, on les connaît. Les bons gars en Algérie, on les connaît. Dans mon domaine, je ne sais pas combien de publications d'Algériens passent par moi. Tous les éditeurs me connaissent, ils savent que je suis algérien, ils me l'envoient, ils disent c'est votre affaire. Bien sûr, ils me font confiance, ils disent nous, on ne sait pas cette université qui c'est. Je sais, j'en ai plein. Ben, je rejette ce que je rejette, mais je le fais d'une manière correcte. Et je garde ce que je garde. Finalement, Jamel. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites, etc. Juste une dernière question. Quelle est l'Algérie dont vous rêvez? Elle ressemble à quoi? Bon, toujours dynamique, c'est très bien c'est bien de rester, on a du sang, etc. Positif, mais surtout un pays, le pays qui ne croit pas dans ses propres capacités, qui a oublié ses principes, qui nous invente d'autres principes, c'est un pays qui aura des problèmes. Ah, il ne m'intéresse pas. Moi, j'aime les femmes avec le haïk, tu vois. C'est ça ce que j'adore. Ça, c'est ma culture, le haïk. Ça, c'est ma culture. C'est ça l'Algérie que je veux, parce que ils nous ont tout enseigné, des choses de base, des choses correctes, etc. Moi, je veux mon pays revenir à mon pays, comme je l'ai connu avant. Voilà. Les gens dynamiques, les gens qui aiment leur pays, les gens qui font le travail, le finissent, etc. Sans arrogance. Qu'ils arrêtent un peu je suis complètement perdu. Je sais pas, il faut que les gens se calment. Ils disent, bon voilà, pas la course, c'est pas la fin du monde. Petit à petit, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut revenir à des choses de base et dire, mais qui je suis en fait? Excuse-moi, moi je ne suis pas saoudien. Moi je suis algérien. Quand je pars au Moyen-Orient, j'ai rien à dire aux Moyen-Orientaux. À part Oktesh Slat, etc., rien d'autre. Absolument rien. Rien du tout. J'ai rien à voir avec eux. Manger, non, excuse-moi, moi je mange ma façon. Donc un pays qui il doit voir de l'avant, et pas complètement désespéré, qu'il a un tempo, mais les gens doivent un peu... on a un peu mélangé le tout. C'est-à-dire cette histoire de valeurs, elle est complètement piétinée. Le discours sur les valeurs est biaisé aujourd'hui. Donc on ne sait plus c'est quoi, quelle valeur qui est civile, citadine, entre les gens, entre une valeur qu'elle ne peut être que religieuse. L'Algérie doit comprendre, je pense, après tout ce que avec le temps, je vois, parce que je suis tout le temps là-bas, vous comprenez? J'emmène mes enfants en vacances, au mois de janvier, on était là, voilà, donc l'Algérie doit comprendre, elle doit revenir à des valeurs et ne pas forcément les étiqueter comme des valeurs seulement religieuses. Alors, les gens appellent laïcité, tout ce truc. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle pas. Il faut revenir un tout petit peu et dire, mais finalement, est-ce que nos valeurs, est-ce que tout ce qui est bien est seulement religieux? Est-ce que nous n'avons jamais rien appris d'autre que ça doit être que religieux, sinon c'est pas bon? Ça, c'est très important. Les gens ne le disent pas, ben moi je le dis. Il faut que les gens apprennent à dire que ce que je fais est bon ou mauvais, mais pas parce que haram, là, moi je haram. Et je le dis avec mon cœur, mais alors là, je sais que Dieu m'aime. Alors moi, j'ai un rapport avec Dieu génial, extraordinaire. Pas de problème du tout. Je veux dire. Ça, c'est le gros problème. C'est un très, très gros problème. Parce qu'on ne peut pas passer des choses tellement importantes comme ça, on les fait passer, on dit, mais finalement, l'innovation, on va faire... On ne fait pas des choses sans piliers. Les piliers, c'est ça. Les piliers, c'est communication, valeur, etc. Et ne pas remplacer tout, mélanger. Non, je veux dire, il faut se calmer un tout petit peu, quoi. Il faut se calmer. Ce qui est bon est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Tarbiya al-madaniya, c'est tout, point à la ligne. C'est pas forcément tout doit être religieux, sinon c'est pas bon. Non, je suis pas d'accord. On l'appelle ce qu'on veut. Et c'est ça, c'est extrêmement important. Pourquoi je veux vous dire ça? C'est très important. Parce que j'ai remarqué que des gens, je le vois de plus en plus, c'est que on peut mentir. D'accord? On peut mentir, mais la référence à ce que c'est mauvais ou c'est pas mauvais, c'est juste par rapport à la religion.
Mais non, mentir, c'est pas bon. Et quand on ment une fois, on est menteur. Point la ligne. Dans ce devoir de vérité, Ouais. pour conclure, Ouais. dernière question. Si demain nous sommes très lus, très regardés, nous, notamment par les dirigeants algériens, si un de ces hauts dirigeants algériens vous regarde là en direct, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Brièvement. Bon, alors, avant de répondre à ça, donnez-moi une minute pour vous dire quelque chose encore plus... les dirigeants, parce que maladie de l'Algérie, partout, ah, les dirigeants, les généraux, etc. On dirait qu'il y a 36 000 généraux en Algérie, mais non. On dirait qu'il y a 100 000 présidents de la République. Non. Les gens ont aussi leur part de responsabilité. Les gens ont aussi une part de responsabilité. Bon, il y a un proverbe allemand, il dit voilà, quand mon pantalon est sale, je sais c'est à qui la faute. Les dirigeants sont le fruit de l'évolution, le processus d'évolution d'une société, ou l'ADA, les dirigeants. Est-ce que nous allons maintenant demander à Merkel de venir avec toute son équipe diriger Troh El Moradia, diriger l'Algérie? Ça va donner quoi? La même chose, ou pire. Donc, les dirigeants sont tout simplement des agents comme vous et moi. Donc, il ne suffit pas de dire, mais il faut que ça change ici pour que tout le reste suive. Non, c'est une dynamique globale. Ça va du petit jusqu'au cabinet du ministère de je ne sais pas quoi, au ministre en lui-même. C'est une dynamique globale. C'est comme si c'est la sauce, quoi. C'est la bernaise qui monte ou monte pas. Il ne suffit pas de dire, mais nos dirigeants, les dirigeants à Ninja. D'abord, tes dirigeants, ils doivent être issus de l'école algérienne. Ils sont bons parce que l'école est bonne, ils ne sont pas bons. Voilà. Ils sont bien élevés parce qu'il y a une maman algérienne qui dit moi je pense que haram, mais parce que je à point à la ligne, ben ils vont être honnêtes, mais corrects, toute la vie. C'est ça. Ils ont un papa, une maman qui disent mais non, il faut faire les devoirs, pas ceci, sans pitié, mais on ne joue pas au ballon tout le dehors. Regardez, vous avez combien d'enfants dehors? Personne pratique. Non, personne. Et ma mère, la même, disait avant, mais je ne vois pas d'enfants. Mais j'ai pas comme. Je dis non, pas d'enfants. Les enfants restent à la maison. Ils jouent un tout petit peu, ils apprennent. Mes enfants restent ici à la maison, ils apprennent plein de choses. On crème l'arbia, fzarbia, tableau. Ils black ils يقراو يهضروا العربية. D'accord? C'est ça ce que je fais. Je passe mon temps avec eux comme ça. La vie, c'est pas le domino, les cartes, etc. Il faut passer du temps avec les enfants. Ce n'est pas juste ndir l'oula. Non. Ça a un prix, ça coûte très cher. C'est comme ça. Si on veut construire une société future, à venir, c'est comme ça. Mais le point dont j'ai parlé tout à l'heure est extrêmement important. Je le dis, je le répète. Il ne faut pas penser que changer un régime ou mettre 50 propres, monsieur propre et madame propre, Fulmoradi, etc., mais ça, que tout va changer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça. Ça se passe une dynamique globale. C'est-à-dire, l'école, il y a un effet mémoire. Il y a un effet mémoire. Très de maintenant, mais ça se ressent de l'autre côté, ça se ressent de l'autre côté, etc. Et c'est comme ça, une dynamique, on ne sait pas comment, hop, ça tient. Et ça commence à tourner. Maintenant, c'est l'inverse, ça va dans l'autre sens. D'accord? Mais il faut... Moi, vous savez, je ne vous ai pas parlé de technocratie, ce qui se passe dans les sociétés, ce qui se passe dans l'administration, à part la recherche. Bon, je sais que je vais faire quelques ennemis, mais les gens, comme j'ai dit, ils m'aiment bien, je les aime bien, etc. Je sais qu'ils travaillent beaucoup et quelques-uns qui travaillent vraiment, ils font des choses parfaites, mais des choses importantes, ça, je l'ai parlé. Pour le reste, il ne faut pas croire que, juste en changeant, c'est toute une dynamique globale où le pays avance tout en entier. Vous ne pouvez pas avoir un truc qui fonctionne tout seul, génial, et tout le reste en bas. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. On va tous ensemble ou on recule. C'est-à-dire, le jour où vous avez une élite gouvernementale, c'est que certainement elle travaille bien, c'est que certainement elle a des équipes derrière de gars très balèzes. D'accord? Et ceux-là même qui dirigent, parce que c'est les équipes qui font le boulot, ce n'est pas Monsieur le ministre. Monsieur le ministre n'a pas le temps de tout voir. D'accord? Ils ont aussi des équipes et des équipes et des équipes. On retrouve des think tanks, on trouve des gens, des consultants qui disent des choses intéressantes, etc. Et petit à petit, ça se construit. C'est comme une crème, c'est ce que je dis, c'est une béarnaise, et on ne sait pas en fait où il y a une dynamique, beaucoup de choses qui doivent se faire en même temps. Et puis là, ça va tout seul.
Vous avez des très bonnes écoles où les gens maîtrisent tout, ils sont bons, ils connaissent leur histoire, il faut leurs valeurs, d'accord? Eh bien, soyons-en sûrs que plus tard, en 10 ans, vous allez avoir une élite, etc., peut-être qui fera mieux que ceux d'aujourd'hui. J'imagine que ceux d'aujourd'hui ne sont pas des pourris. C'est des gens qui ont essayé de faire quelques-uns, ou du moins, essayent de faire ce qu'ils peuvent. J'en ai rencontré. Il y a partout des gens honnêtes, mais, je finis par ça, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure pour vous dire que la GIA aujourd'hui, elle a un gros problème. Un très gros problème. C'est un déficit de compétences monstre à tous les niveaux. Un déficit de compétences, c'est tout. Sur cette conclusion, Jean-Germain, c'est toujours passionnant de parler. On pourrait rester peut-être des nuits et des jours. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Je pense que nos commandes, je n'ai rien à rajouter. On se rencontrera dans d'autres reportages et prochainement pour voir d'autres personnes comme si jamais. Là, on fait un compte.